De Yaoundé, Simalène a été le théâtre d'un grave incident ce mercredi 19 février 2025. Un corps sans vie a été retrouvé sur la piste d'atterrissage du dit aéroport. La victime, non identifiée jusqu'à présent de sexe masculin, aurait chuté brutalement d'un avion en plein mouvement. Écoutons le récit d'Awatali. Il était 7 heures du matin lorsque la dépouille d'un jeune homme non identifié a été découverte sur la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène ce 19 février. La victime se serait introduite clandestinement dans le train d'atterrissage de l'avion en question dans le but d'échapper à la misère écrasante qui guillotine la grande majorité des Camerounais, en espérant trouver un avenir meilleur. Mais ces espoirs vont rapidement se transformé en un film d'horreur. Incapable de résister aux turbulences de l'appareil et aux conditions climatiques extrêmes, le passager clandestin déterminé à réaliser son rêve au risque de sa vie rend l'âme sur place quelques minutes après sa chute. La découverte du corps a entraîné la fermeture temporaire de la piste d'atterrissage, provoquant des retards de vol. Le procureur de la République s'est rendu sur les lieux pour les constats d'usage et la dépouille a été remise à la mairie de Mfou. Une enquête a tout de suite été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. Ceci fait partie des risques liés à la présence des personnes non autorisées dans les zones aéroportuaires. Les autorités appellent donc à une vigilance accrue et renforcent les mesures de sécurité. Et toujours en fait de société, de bons points pour les éléments du groupement territorial de gendarmerie du Fondi dans la région du centre du Cameroun. Il vient de mettre la main sur un gang de 4 présumés ravisseurs et kidnappeurs qui semaient véritablement la panique et la terreur dans la ville de Yaoundé et ses environs. Le dernier cas en date est celui du 19 janvier 2025. Inès Mengue. 4 silhouettes jeunes, mais déjà noyées dans l'abîme. Ces individus ravisseurs présumés, âgés de 23 à 34 ans, ont orchestré l'enlèvement d'une jeune fille âgée de 18 ans, appâtée par une proposition d'emploi dans une structure de la capitale. Un rendez-vous de prise de contact transformé en kidnapping. Elle pensant qu'ils allaient au niveau de la structure rencontrer le responsable pour son entretien d'embauche. Elle s'est plutôt retrouvée dans un domicile, dans un immeuble en chantier, qui, selon elle, n'avait pas connaissance et c'est comme ça qu'elle a vécu le martyre pendant 48 heures. Le 29 janvier, les événements basculent. Interpellés, les éléments de la gendarmerie entreprennent une enquête qui va mener au repère des kidnappeurs. Qui nous a passé le contact de ceux-là qui ont organisé, qui ont demandé de la rançon et avec mes éléments, nous sommes déportés sur les lieux. Nous avons tendu un guet-apens et nous avons pu interpeller ces individus. Les outils ayant servi à ce crime ont été saisis sur place. Poignards, machettes et cordes. Libérée, la victime retrouvera sa famille. Pour l'heure, les ravisseurs sont entre les mains de la justice qui saura quoi en faire. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive récemment au Cameroun. La souillure du repas par l'urine au vu de l'actualité forcément. Et dans ce reportage, Joseph Betioto nous relève les conséquences de la consommation de l'urine. Écoutons. Les éléments de la police nationale ont pénétré dans le village Mvengue avant de mettre la main sur Victorine Gabikoui, la dame qui fait la une des réseaux sociaux actuellement. Dans une vidéo, elle est aperçue en train d'uriner à flot dans une marmite contenant le coq, un plat pourtant apprécié par les Camerounais. Nourriture qui était destinée à la commercialisation et exposant les clients à de nombreuses infections bactériennes, comme le souligne le docteur Godlove Ngwebnyo, nutritionniste. Someone who had hepatitis B had to urinate in food. Si une personne porteuse de l'hépatite B urine dans une marmite et que cette nourriture a été consommée par une autre personne saine, cette personne est susceptible de porter le virus de l'hépatite B. Nous devons dès lors bannir et décourager toute personne qui cherchera à nuire ou à porter atteinte à la santé d'autrui. L'urine contient plusieurs bactéries, parmi lesquelles la salmonelle et bien d'autres.
qui peuvent conduire à une intoxication alimentaire. Prenons par exemple le cas de cette dame qui a uriné dans la marmite de nourriture destinée à la commercialisation. Ces conséquences peuvent être encore plus graves car, bien que la possibilité soit mince, une infection au VIH peut être envisageable. Prenons par exemple le VIH qui normalement, selon la médecine, n'est pas transmissible par l'urine et les fluides corporels, excepté une transmission par voie sanguine. Mais il y a des personnes qui ont des situations dématurées peuvent avoir le sang dans l'urine. Si un tel cas venait à être introduit dans la nourriture, les consommateurs sont exposés à une infection au VIH. Il est recommandé de doubler la vigilance et plus de rigueur, et ceci passe par la présentation de certains documents avant de consommer dans ces établissements commerciaux spécialisés dans la vente des repas. Number one, people selling food by the roadside or in general food street vendors. Premièrement, les restaurateurs doivent se munir d'un certificat médical délivré par un professionnel de la santé certifié. Généralement, nous recommandons aux populations de préparer à domicile parce que la nourriture... Pour ne plus subir quelques déboires que nous avons observés pour la gestion d'un certain nombre de ressources, telles que les centimes additionnels communaux, où nous n'avons pas toujours été privilégiés. Et je pense que le gouvernement est dans de très bonnes dispositions. Le ministre des Finances qui gère la cagnotte, le ministre de la décentralisation qui a la première charge de la décentralisation au Cameroun. Je crois que c'est un concert harmonieux et la symphonie va dans le sens de ce que nous recherchons. Le ministre Georges Elanga Obam souligne l'importance de cette session, notamment en raison des critiques sur l'irrégularité des réunions du CONAFIL. Le chef de l'État a fait adopter à l'Assemblée nationale une loi portant fiscalité locale. Elle a été promulguée le 23 décembre. Elle était d'application au 1er janvier. Mais comme elle modernise complètement les processus et les procédures, il faut bien que l'ensemble des acteurs se mettent d'accord sur son contenu et sur les modalités de sa mise en application. Nous avons souhaité le ministère de la décentralisation et du développement local et le ministère des Finances, dont je tiens à rappeler qu'en matière de fiscalité locale, c'est lui qui dit les choses, naturellement en associant les collectivités territoriales décentralisées et tous les autres partenaires de la décentralisation, que nous nous mettions d'accord, comme je l'ai dit, sur la manière de mettre en application cette loi, sur le calendrier que nous devions adopter pour sa mise en application, puisque la loi prévoit la progressivité. Il est important également que nous soyons tous du même avis, que en plus de ce que la loi modernise la manière dont on recouvre la fiscalité locale, mais qu'elle prévoit également des mécanismes satisfaisants pour tous les partenaires de la décentralisation sur la mise à disposition des ressources. Cette première session du CONAFIL marque donc une étape clé dans l'opérationnalisation de la nouvelle fiscalité locale, en structurant mieux la mobilisation et la répartition des ressources communales. Elle s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l'autonomie financière des collectivités et d'améliorer la gouvernance locale. À la suite de cette information, mesdames, messieurs, parlons de toute autre chose, notamment de l'installation des membres du syndicat des artisans miniers du Cameroun, suivi par le président national du dit syndicat dans le département du Lom et d'Irem, dans le but de protéger les droits des travailleurs du secteur minier au Cameroun. C'était en présence de nombreuses autorités et de notre reporter Jean-Didier Ndokman. L'exploitation minière en prolifération dans la région de l'Est, sans encadrement particulier ni protection des ouvriers et travailleurs miniers, se doit d'être encadré à travers le respect des conditions des travailleurs. C'est dans cette optique qu'un syndicat pour la protection des droits des travailleurs miniers a vu le jour et les membres de ce syndicat dans les villes de Bétareoya et Garoboulaye ont été installés par le président national Alain Koulanya en présence des sous-préfets des dites localités qui ont tenu à apporter leur onction à ce mouvement syndical.
recadrer, de les mettre sur les rails. Est-ce que vous pensez que le syndicat a les moyens de pouvoir faire ce travail? En respectant le code du travail et le code minier, je pense que le syndicat a suffisamment d'armes pour faire ce travail. Ce syndicat, pour défendre la cause des travailleurs miniers et la population, et de faire un plaidoyer auprès du gouvernement afin d'éradiquer ce fléau que la population a subi. Il y a eu beaucoup des allégations, beaucoup des inégalités, et les exploitants miniers ont travaillé dans notre territoire illégalement. Donc c'est de leur sensibiliser et d'amener donc ces exploitants à être enregistrés dans le fichier du syndicat. Sont une vingtaine de membres dans chaque localité, fortement impactés par l'exploitation minière, qui devront se déployer sur les chantiers des mines afin de faire respecter les exigences du code minier. Bon, selon les attentes, ce qu'on a compris sur le terrain, ça ne serait pas facile pour nous, mais on va parvenir. On croit que nous allons arriver au bout. Bon à savoir, c'est une grande première au Cameroun qu'un syndicat des mines voit le jour. Il était temps, car on assiste chaque jour à des décès tragiques des travailleurs dans les chantiers miniers, aux grandes dames des familles qui n'entrent pas toujours en possession des corps, qui sombrent dans des trous creusés par des engins des sociétés chinoises et causent un véritable problème de respect des normes environnementales. À présent, ouvrons la page dédiée à l'actualité sportive dans ce journal. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a rendu une importante décision hier, mercredi 19 février 2025, annulant la sanction de $200 000 imposée à Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football. Selon le communiqué publié par les avocats de Samuel Eto'o-Fils, cette décision est le résultat d'un examen approfondi de l'affaire dans laquelle leur client était accusé de violation des règles éthiques. En effet, le jury d'appel a conclu que le jury disciplinaire de la CAF n'était pas compétent pour statuer sur les questions d'ordre éthique qui relèvent exclusivement de la compétence d'un comité d'éthique indépendant. De plus, le jury d'appel a pris en compte les procédures déjà en cours devant le comité d'éthique de la Fédération camerounaise de football et le tribunal arbitral du sport, estimant que les instances disciplinaires de la CAF ne pouvaient se saisir de cette affaire. Cette décision rétablit pleinement les droits de Samuel Eto'o-Fils, lui permettant de poursuivre ses missions à la tête de la Fédération camerounaise de football du Cameroun avec sérénité et surtout détermination. Les Lions indomptables du Cameroun U17 sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se tiendra au Maroc en cette année 2025 à l'issue de la deuxième journée de poule du tournoi UNIFA Cameroun 2025 tenu ce mercredi 19 février 2025. Je vous laisse découvrir le compte rendu avec Jean-Paul Keba. C'est désormais officiel. Le Cameroun vient de se qualifier pour la prochaine édition de la CAN U17. Elle se tiendra au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025. Les Lionceaux ont dépecé les Panthères du Gabon. C'était au stade annexe de la réunification dans le cadre de la deuxième journée du tournoi de l'UNIFAC. Une compétition qualificative au festin du football jeune au niveau continental. Comme face à la République centrafricaine, le sélectionneur Seydou Alioum a mis en place un système porté vers l'avant. Il y a eu des moments où, parce qu'on travaille avec les enfants, et nous aimerons bien toujours sur le terrain, essayer de voir ce qu'on a travaillé dans le terrain. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des circonstances qui arrivent, souvent qu'on ne regarde pas ce qu'on a travaillé.
bon, il y a eu beaucoup de, vous avez constaté tout comme moi, qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques. Il y a eu des moments où on devait être calme, on a perdu beaucoup de ballons. Donc, au niveau de la défense, j'étais satisfait de la défense, sauf qu'au départ, il y avait eu un moment de flottement où j'ai un défenseur qui a eu le carton jaune et c'était compliqué pour nous. Donc, il fallait le recadrer pour qu'il puisse vraiment être concentré dans le match. Voilà, donc l'insatisfaction, c'était par rapport à ça. C'était par rapport au fait qu'on a travaillé nos circuits préférentiels. Guy Yimga et ses coéquipiers n'ont fait qu'une bouchée du Gabon. Ils étaient largement au-dessus sur tous les plans. Un festival offensif, 7-1, sans surprise pour de nombreux supporters, car le signal avait été déjà donné lors de la première journée contre la République centrafricaine. La marge était très haute pour les poulains d'Ongoma et Jean-Joseph. À l'issue des 2 premières rencontres, les U17 du Cameroun se qualifient donc de la plus belle des manières, qui, nous l'espérons, resteront sur la même longueur d'onde pour la suite. Et pour refermer ce journal, parlons toujours sport. Mesdames, Messieurs, les préparatifs s'intensifient en prélude à la 30e édition de la course de l'espoir qui se tiendra le 22 février prochain dans la ville de Buea, région du sud-ouest du Cameroun. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Francine Magnier. Nous sommes à 2 jours de la 30e édition de la course de l'espoir du Mont Cameroun, prévue le 22 février 2025. Environ 600 athlètes seront présents pour défier le char des dieux du stade Omnisport de Moliko à la soumission et en retour en lice pour le prix en espèces et d'autres avantages. Avant la prochaine édition, la course test habituelle a été organisée et Jill Joss, originaire de la région du Nord-Ouest, est sorti vainqueur dans la catégorie féminine, tandis que Mofo Jérémina a remporté la course test pour la 2e fois consécutive dans la catégorie masculine. Les athlètes de 11 pays déjà arrivés à Buea dans la région du sud-ouest, le lancement officiel par le ministre des Sports et de l'Éducation physique aura lieu le vendredi 21 février. Toutefois, la Fédération nationale d'athlétisme seront représentées lors d'un défilé cérémonial devant le ministre et un public rassemblé au stade. Avant le jour de la course, des réunions de sécurité sont organisées à Buea pour assurer la sécurité des athlètes.